Quand on parle de reptiles, on entend souvent la même chose. Ça, c'est pour débutants et ça, c'est pour experts. Mais personne ne parle des espèces pour les gens qui ont déjà un peu d'expérience. T'as déjà un gecko à crête ou un dragon barbu et tu trouves ça un peu trop facile? Cette vidéo est probablement pour toi. Ensemble, on va déterminer qu'est-ce qu'une espèce intermédiaire et je vais te présenter 3 exemples d'espèces de lézards qui sont parfaites pour quelqu'un qui a un peu d'expérience. Comment est-ce que j'ai fait pour déterminer qu'est-ce qu'était une espèce intermédiaire? Généralement, les reptiles intermédiaires se distinguent par des coûts plus élevés initialement ou sur le long terme. Leur maintenance est souvent plus exigeante et il faut des paramètres particuliers pour pouvoir les garder convenablement en captivité. Ce sont également des espèces d'animaux qui peuvent être un peu plus difficiles à apprivoiser ou à manipuler. Ne tardons pas plus et je vous présente la première espèce, le Varanus acanthurus. C'est un petit varan originaire d'Australie qui fait partie du sous-groupe des Odatria. On compte dans ce sous-groupe ses cousins qui sont aussi très populaires, notamment Varanus gloerti et aussi Varanus pilbarensis qui est mon espèce préférée. Dans la nature, cette espèce vit dans des déserts arides, rocailleux et extrêmement chauds. Comme mentionné initialement, c'est un petit varan. Il fait environ 50 à 60 cm de long. Ça ne fait pas de lui un énorme varan, mais ça fait de lui un lézard qui est relativement grand comparativement aux autres espèces de lézards disponibles en captivité. C'est un lézard principalement terrestre, mais qui aime énormément grimper sur les roches ou sur les branches disponibles dans son habitat. Pour le terrarium, je vais vous parler d'un minimum de 120 cm de long par 60 cm de large par 60 cm de haut. Ceci ne représente évidemment qu'un minimum, et vu que c'est un varan, sky is the limit. C'est-à-dire que plus on lui donne d'espace, et mieux c'est. Une des principales difficultés pour cet animal, c'est d'atteindre les températures dont il a besoin. La température ambiante dans son habitat devrait avoisiner les 30 degrés Celsius. Le point froid devrait être à environ 25 degrés Celsius et le point chaud, donc un point chaud localisé, devrait avoisiner les 45 degrés Celsius, ce qui est très très chaud. Comme il s'agit d'un reptile diurne, il est obligatoire de lui fournir des UVB. C'est ce qui lui permettra d'assimiler le calcium présent dans son alimentation. Vous allez voir, c'est un thème très récurrent dans cette vidéo. Pour ce qui est de l'alimentation, Varanus acanthurus est une espèce très vorace. C'est-à-dire qu'il mange énormément. Et vu qu'il est insectivore, il va manger énormément d'insectes. Il faudra le nourrir plusieurs fois par semaine avec une grande quantité de grillons, de vers à soie, de vers Goliath ou de super vers. À long terme, cela peut devenir relativement coûteux. Un autre aspect qui le fait rentrer dans la catégorie intermédiaire, c'est la manipulation. Comme plusieurs espèces de varans, il naît naturellement craintif. Il faut énormément de patience et de temps avant qu'il devienne confortable et qu'on puisse le manipuler relativement régulièrement. Ce n'est pas un lézard qui devient manipulable instantanément. Pour ce qui est du coût, là où je réside, on parle d'environ 600-700 $ canadiens pour un spécimen juvénile ou subadulte. Et pour ce qui est de l'installation, si vous achetez tout neuf, on parle d'environ 1000 $ canadiens. Malgré les défis, ça reste une espèce très intelligente et extrêmement magnifique. C'est un lézard très actif qui peut devenir une expérience incroyable pour quelqu'un qui a déjà eu de l'expérience avec d'autres espèces par le passé. Et pour ceux qui ont un dragon barbu, vous avez pu remarquer durant ce segment de la vidéo que les soins sont relativement très semblables à quelques détails près. Le fameux caméléon panthère devait obligatoirement se retrouver dans cette vidéo. Personnellement, c'est un de mes lézards préférés et c'est probablement le lézard le plus coloré au monde. C'est une des nombreuses espèces de caméléons qui sont endémiques à l'île de Madagascar. Un des aspects qui en fait un de mes lézards préférés, c'est la variété très diversifiée des localités qui sont présentes sur l'île. Une localité, c'est quoi? C'est quand un groupe de caméléons se retrouve isolé des autres groupes de caméléons et qui développe par la suite plusieurs caractéristiques physiques, notamment les couleurs. Chez le caméléon panthère, les localités qu'on peut retrouver sont notamment Nocibé, Nocifali, Ambilobé, Ambanja, etc. etc. Cette caractéristique fait en sorte que tout le monde peut retrouver un caméléon panthère qui correspond exactement à ses préférences. Vous pouvez avoir des lézards bleus, rouges, bleu et rouge, jaune et bleu, vraiment de toutes les couleurs. Le caméléon que j'ai juste ici
n'est pas un furcifère pardalis, mais c'est un Bradypodion thamnobates. Je l'inclus dans cette vidéo uniquement pour pouvoir illustrer tous mes propos sur les caméléons, vu qu'environ 90% des soins qui sont attribués à cette espèce peuvent être calqués pour le caméléon panthère. Lorsqu'on parle de caméléon, on entend souvent le débat du terrarium grillagé. Beaucoup de gens disent qu'un caméléon doit obligatoirement vivre dans un terrarium qui est entièrement grillagé. Ces gens n'ont pas tort, mais ils n'ont pas tout à fait raison non plus. En fait, le vrai défi se trouve dans un certain équilibre qu'il faut atteindre. On doit faire un compromis entre une bonne aération, mais aussi, c'est un lézard qui vient d'une île qui est très humide. Donc, pour pouvoir reproduire ses caractéristiques dans son terrarium, il va falloir faire un choix. Par exemple, ici, moi j'habite au Canada et l'air devient très sec l'hiver. Il faut donc que je réussisse à atteindre une certaine humidité afin d'éviter que mon caméléon ne se porte pas bien. Ce terrarium est un exemple concret de la solution que j'ai trouvée. La face avant que vous voyez ici est entièrement grillagée. C'est ainsi pour éviter que l'air devienne stagnant. Par la suite, j'ai modifié ce flexarium Reptibris de chez Zoomed où je suis venu coller 3 plaques de plastique sur les côtés et derrière afin de conserver cette humidité-là. Pour moi, le caméléon panthère, dans cette liste des 3 espèces que je vous présente aujourd'hui, est peut-être celle avec laquelle vous auriez un peu plus de difficultés. Il demande des paramètres qui sont un peu plus précis et une certaine discipline de la part du propriétaire. Évidemment, c'est un lézard diurne et comme mentionné précédemment, il lui faut obligatoirement des rayons UV. La température ambiante doit se trouver aux environs de 23 à 24 degrés Celsius et le point chaud doit avoisiner les 29 degrés Celsius afin d'offrir un gradient thermique au caméléon pour qu'il puisse décider où est-ce qu'il va pouvoir se poser pour les prochaines heures. Pour un furcifère pardalis, la taille recommandée minimum est de 60 cm par 60 cm par 120 cm de haut. Personnellement, j'ai déjà eu des caméléons panthères et je me sens très mal à l'aise de les garder dans ce genre de volume, surtout pour un mâle adulte qui est considérablement plus grand qu'une femelle. C'est donc pourquoi ma recommandation personnelle, c'est d'avoir un terrarium qui fait au moins 120 cm de large par 60 cm de profond et 120 cm de haut. L'alimentation est relativement simple, c'est à peu près la même que pour les autres reptiles insectivores. C'est notamment des grillons, des blattes et certains vers à l'occasion. Il faut surtout pas oublier de saupoudrer son alimentation avec des multivitamines et du calcium. L'aspect qui les rend aussi un peu particulièrement différents des lézards pour débutants, c'est que ce ne sont pas des lézards à manipuler. Ils sont naturellement très craintifs et contrairement aux varans, un caméléon stresse énormément lors des manipulations et cela peut entraîner des complications au niveau de sa santé. Ce sont donc des reptiles qui ne sont pas vraiment faits pour la manipulation. Personnellement, et j'ai pas envie que ça sonne comme un terme dérogatoire, mais je les appelle des animaux décors. Qu'est-ce qu'un animal décor? Eh bien, je vais vous citer un exemple qui va vous permettre de comprendre ce concept. Le poisson. Ton poisson rouge, tu ne le manipules jamais, mais ça t'empêche pas de t'amuser en le gardant dans un aquarium. Eh bien, c'est le même principe avec les caméléons. On regarde, mais on touche peu. Malgré sa maintenance plus complexe, c'est une espèce absolument spectaculaire à l'œil. Chaque localité possède des couleurs complètement différentes les unes des autres. C'est aussi un animal qui est fascinant à regarder lorsqu'on le voit chasser, lorsqu'on le voit marcher. Et selon moi, ça reste l'une des espèces de caméléons les plus adaptés à la vie en captivité. On reste dans le thème des animaux décors et on va parler des Phelsuma clemeri. Ce sont probablement mes geckos préférés. Leurs couleurs sont vraiment époustouflantes et ce sont des geckos qui sont diurnes. Donc ils sont actifs constamment durant la journée, ce qui en fait des geckos qui sont très adaptés pour les gens qui veulent voir leur gecko réveillé pendant la journée. Leur maintien est relativement simple, contrairement aux 2 espèces précédentes. L'un des seuls aspects qui les font passer du côté débutant au côté intermédiaire, c'est notamment leur petite taille. En effet, ce sont des geckos qui font entre 8 à 10 cm dépendamment des individus, mais contrairement à l'Hygodactylus williamsi avec lesquels j'ai eu beaucoup d'expérience par le passé, je trouve que les Phelsuma clemeri sont un peu plus chill et ils cherchent pas constamment à se barrer de leur terrarium. Pour un couple, la taille minimum serait un terrarium de 45 cm par 45 cm par 60 cm de hauteur. Toutefois, vous le savez, je préfère les terrariums qui sont un peu plus gros. Donc dans le cas de mon deuxième couple que vous voyez juste ici, je suis allé sur un terrarium qui fait 60 cm par 60 cm par 45 cm de profondeur. Leur alimentation est assez simple. Par contre, ce ne sont pas des reptiles qui sont 100% insectivores. Il faut un apport de fruits dans leur alimentation. Pour ce qui est des insectes, j'aime bien donner des drosophiles et de temps en temps, je donne des petits grillons afin de varier leur alimentation. Pour ce qui est du côté frugivore, je vais utiliser des purées industrielles du style Repashy ou Pangea. Comme les autres reptiles de cette liste, les UVB sont obligatoires. Comme mentionné plus tôt,
Ce que je trouve particulièrement intéressant avec ces animaux, c'est leur comportement diurne. Ils bougent toute la journée. Il n'y a pas un seul moment dans la journée où je passe devant un des deux terrariums sans voir au moins 1 à 2 spécimens. Ils utilisent énormément l'espace vertical de leur terrarium, notamment les branches de bambou qu'ils vont parcourir constamment. L'un des trucs qui les différencie des autres geckos, c'est que ce sont des animaux qui ne sont pas agressifs entre eux. Ce que je veux dire par là, c'est que je peux garder mes couples ensemble à l'année longue sans aucun problème. Ça doit faire environ 5 ans que je garde cette espèce, garde des couples constamment ensemble et j'ai jamais eu de problème. Mais ce qui fait la différence, c'est que je peux aussi garder les bébés avec les parents. Donc, j'ai pas besoin d'avoir de terrarium séparé pour les nombreux bébés que mes couples produisent. Généralement, le moment où on va vraiment devoir séparer les bébés de leurs parents, c'est au moment de la maturité sexuelle. Et même à ce moment-là, la seule chose qui me ferait les séparer, c'est pour éviter que le papa Cléméry fasse des bébés avec ses filles. Je sais, c'est glauque, mais c'est la nature. Et aussi, ce qui fait leur simplicité, c'est la facilité avec laquelle on peut les nourrir. Des fois, quand j'ai pas de mouches à fruits, j'ai pas de grillons, je leur donne juste de la poudre Pangea avec un peu d'eau dedans et c'est parti. Ce qui est cool avec la poudre Pangea, surtout celle que j'utilise, la version grise, c'est qu'elle est adaptée aux lézards frugivores et insectivores puisqu'elle permet de complémenter leur apport protéique sans leur donner d'insectes. Moi, j'aime leur donner des insectes juste pour les garder actifs et ne pas les rendre paresseux. Donc, si tu as déjà eu un gecko à crête ou un gecko gargouille par le passé, je trouve que la transition, elle est très smooth. Ça devient un lézard qui est très intéressant à garder chez soi. Au final, les reptiles intermédiaires sont des espèces qui sont très intéressantes parce qu'elles permettent de relever un défi sans toutefois avoir des espèces qui sont trop complexes à la garde en captivité. Que ça soit le comportement du Varanus acanthurus, les couleurs du Furcifer pardalis ou l'activité du Phelsuma cléméri, chacune de ces espèces peut offrir une expérience incroyable lorsqu'on possède déjà un minimum d'expérience. Et honnêtement, c'est exactement ce genre d'espèce qui fait en sorte que la terrariophilie reste passionnante après tant d'années. Dites-moi en commentaire quelle espèce de lézard intermédiaire j'aurais pu inclure dans cette vidéo. Et on se dit à la prochaine fois pour une autre vidéo sur la terrariophilie.